Tout à Wadi, fait. alors j'ai l'impression que vous êtes un médecin en fait, vous êtes un scientifique. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout un homme cérébral. Ah, Euh, je suis un artiste d'abord. Vous l'avez entendu dans mes mots, bravo. C'est non, vous je la l'ai psy, senti. en fait. Hein. Pardon? C'est vous la psy, vous êtes doué, Ah vous avez perçu ça. bon, vous le dites souvent, mais je crois que je vais me convertir. Et En voilà, fait, je le fais par le cœur. Je suis pas psy je et sens bien. je fais vraiment, j'écoute avec mon cœur. Effectivement, au Maroc, je ne suis pas un étranger. Je crois que, bien sûr, étant né en France, j'ai la nationalité française, mais j'ai la nationalité marocaine. Mais malgré 40 ans passés en France, mon cœur n'est jamais tombé amoureux de la France. Alors que le jour où je suis arrivé au Maroc, j'ai senti que je rentrais chez moi. Hmm. Et donc, merci beaucoup pour votre invitation, pour votre intérêt. Et je Eh suis ben, ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui. eh ben, plaisir partagé, surtout qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir des hommes. Les hommes marocains sont, j'ai l'impression, trop pudiques, ne se livrent pas assez. Contrairement aux femmes, ça fait 4 ans que je reçois des femmes pratiquement tous les jours. Ça veut dire que la femme marocaine joue le jeu de ce podcast de la femme d'aujourd'hui. Mais l'homme marocain, eh ben, bref, j'ai pas encore compris le code en fait de fonctionnement, on va dire. Alors, peut-être On que en vous allez... parlera peut-être tout Oh, à l'heure. absolument, Exactement, c'est ce que j'allais vous absolument, dire. absolument. Alors, Wadi Rondali, euh, vous êtes né en France, vous avez grandi en France, vous avez vécu en France et vous êtes rentré au Maroc il y a un an. Alors, Tout à fait. est-ce que vous faites partie de cette nouvelle vague de retour? Je pense, oui, totalement, puisque je suis pas le seul, même dans ma famille, puisque j'ai deux sœurs et un grand frère, et ma sœur nous a précédés il y a quelques années déjà, Hmm. donc elle était vraiment dans les premiers retours, hein, il y a une dizaine d'années. Mon autre sœur qui travaille à Agadir maintenant est rentrée il y a 2 ans, et effectivement j'ai même 4 ou 5 amis avec lesquels j'ai grandi en France à Lyon, qui sont soit en train de rentrer, soit sont déjà rentrés. Donc je fais vraiment partie de cette nouvelle vague Ouais. et, qui se généralise probablement pour des raisons qu'on pourra aussi discuter. Alors, quand vous dites rentrer, moi je l'ai dit, vous l'avez repris en fait, vous êtes né là-bas, vous n'êtes pas né au Mhm. Maroc. Et quand on dit rentrer, c'est être On était sorti, parti. être Mhm. parti. Tout à fait. Mais vous Oui, n'êtes jamais parti puisque vous êtes né là-bas. tout à fait. Alors en fait, moi je l'ai repris ce mot parce que même si je suis né en France, vous savez, il y a cette fameuse transhumance estivale Oui. qu'on a effectuée pendant des années, c'est-à-dire que mon point d'ancrage au Maroc a toujours existé. Et même, j'en parlais récemment avec des amis, je crois que bien sûr, étant né en France, j'ai la nationalité française, mais j'ai la nationalité marocaine. Mais malgré 40 ans passés en France, mon cœur n'est jamais tombé amoureux de la France. Alors que le jour où je suis arrivé au Maroc, j'ai senti que je rentrais chez moi. Hmm. Et donc, même si c'est pas un retour physique, c'est un retour, je pense, vers mes racines, vers le point de ancrage. Et donc, pour moi, c'est vraiment un retour au Maroc, même si vous l'avez très bien dit, hein, j'ai vécu en France, aux États-Unis, en Suisse. Et ensuite, quand j'ai pris cette décision, il y a maintenant un an, pour moi, c'était d'abord, je vais quitter là où je suis né, là où je vis, là où je travaille. Et en venant au Maroc, depuis un an, je sens que je suis rentré chez moi. Hmm. L'accueil que j'ai eu ici, la bienveillance des gens, leur accompagnement me fait dire qu'effectivement, au Maroc, je ne suis pas un étranger. Alors, au Maroc, je ne suis pas un étranger. En même temps, véritablement, vous n'êtes pas un étranger puisque vous dites beaucoup d'amis, membres de la famille sont en train de faire le même voyage que vous. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes même resté dans votre communauté, en fait. Tout à fait. Hein, c'est intéressant puisque je pense qu'il y a eu des gens plus courageux et je tiens à signaler, ça rejoint peut-être aussi ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, on est 4 enfants dans ma famille, Hmm. les 2 aînés sont des garçons et c'est les 2 filles qui sont rentrées en première. D'accord. Donc elles étaient beaucoup plus Plus courageuses que courageuse. nous. Ouais, Tout à ouais. fait. Et Alors, donc nous, effectivement, on est rentrés, moi je suis rentré effectivement probablement avec ce sentiment de rejoindre ma communauté ouais. qui existante initialement. Alors, vous avez toujours vos parents? Tout à fait. Oui, mais ils sont restés là-bas. Non, ils habitent au Maroc, puisque eux, ils sont retraités maintenant, et ils ont leur pied à terre encore en France, puisqu'il y a encore un résistant qui est mon grand frère, anesthésiste encore à Lyon. Mais sinon, mes parents aujourd'hui vivent au Maroc 10 mois
sur 12 et les 2 mois, c'est tout simplement pour aller voir mon grand frère, mais eux, ils sont complètement rentrés au Maroc. D'accord. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments de pas mal d'adoucissants en fait à votre situation. Non seulement la famille, alhamdoulilah, les parents déjà là, donc le foyer en fait au sens émotionnel du terme est là, les sœurs aussi, Mhm. mais c'est aussi peut-être qui vous êtes et ce que vous faites professionnellement. Vous êtes psychiatre en fait Absolument. et chercheur en santé mentale et oncologie. Donc, est-ce que vous étiez outillé à rentrer Bien sûr, ou je à pense que changer en fait de cap de vie ou là de pays, d'environnement? bien sûr, non, non, je pense que j'étais bien outillé, ça a facilité énormément puisque moi je suis médecin psychiatre, j'ai aussi un doctorat en psychologie et j'ai beaucoup fait de formation et d'enseignement. Je me suis ensuite spécialisé dans les prises en charge psychologiques en lien avec des pathologies cancéreuses et au Maroc aujourd'hui je suis le seul psychiatre spécialisé en oncologie. Hmm. Donc on m'a réservé un accueil digne vraiment de quelqu'un de très important. Et pour moi, je ne m'attendais pas d'ailleurs à autant d'enthousiasme. Et ça a énormément facilité puisque ça m'a permis comme ça de tout de suite réintégrer un environnement professionnel Ouais. avec beaucoup d'éléments facilitants. Et comme effectivement, أنا كنت دايما كنهضر للدارجة مع الوالد والوالدة واخا خاصني نضرب شوية ولكن je suis pas venu dans un endroit où je ne connaissais pas la langue et donc l'ensemble de ces éléments ont été aussi des facteurs qui ont probablement m'ont aidé dans cette installation. Alors justement, c'était une question importante, l'accueil qu'on vous a réservé, que les collègues, parce que quel que soit l'environnement, on connaît, on entend parler justement de ces tensions qui peuvent jaillir, mais aussi de ces accueils qui peuvent être beaucoup plus chaleureux. Moi, j'ai l'impression que c'est le chaleureux qui l'a emporté dans votre cas par rapport à ce qui peut être perçu comme une forme de concurrence ou une forme de jalousie professionnelle. Tout à fait, vraiment largement, sans hésitation. Au Maroc, on n'a même pas 500 psychiatres, donc je pense aussi que la spécialité qui est la mienne fait qu'on n'est pas dans une densité importante. Ouais, J'en profite, si vous êtes d'accord, juste pour remercier effectivement l'Ordre des médecins du Maroc, particulièrement Ahmed Sirbou, le docteur Ahmed Sirbou, qui m'a accompagné dans chaque démarche administrative pas à pas. d'accord. Ensuite, tous mes collègues psychiatres, le doyen de la faculté de Rabat aussi que je remercie, tous mes collègues psychiatres, sans exception, que j'ai rencontrés, m'ont donné des conseils, m'ont donné des recommandations. Vraiment, pour ma part, je redis, j'ai eu cette chance, j'ai vraiment rencontré, j'essaie de me souvenir s'il y a une personne qui a été désagréable ou compliquée, mais j'en trouve pas. Mm. Donc vraiment, je les remercie tous. Et c'est vrai, je redis, ma spécialité peut-être a aussi aidé. Donc aujourd'hui, vraiment, je crois que je tiens à remercier tout, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'Institut national d'oncologie, la clinique du 16 novembre, partout où je suis allé travailler, où j'ai rencontré les gens, j'ai toujours eu un accueil, mais d'une bienveillance euh, vraiment, je Mm. peux pas, vraiment, donc je pense que ce n'était pas que de la chance. Je pense aussi que, comme vous parliez tout à l'heure de cette vague nouvelle, les gens peut-être il y a 10 ans, ça aurait été encore vu comme ah il va venir pour nous apprendre des choses. Oui. Alors que moi je suis pas venu avec cette prétention, je Mm. suis venu vraiment pour vivre au Maroc. Mm. Et C'est vrai. ensuite, Ouais. effectivement, je crois que j'ai pris le temps, c'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois où je suis venu au Maroc, je n'ai pas travaillé. J'ai simplement rencontré les gens pour discuter, en disant pas je viens pour remplacer, je viens juste voir effectivement ce que moi je peux vivre au Maroc. Si en plus je peux travailler, tant mieux. Et ça s'est passé avec une douceur et une fluidité incroyable. Ouais. Alors, vous avez une spécialité et une surspécialité. Enfin, vous l'avez dit, vous êtes psychiatre, vous avez un doctorat en psychologie, mais vous êtes aussi spécialiste en santé mentale et en oncologie. Et Tout à ça fait fait. vraiment défaut ici. J'ai entendu beaucoup de femmes, ne serait-ce qu'il y a encore une semaine, je recevais une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Mon sein n'était pas aussi sain, je crois et qui parlait dans son livre justement du manque de l'accompagnement psychologique. Alors, moi, Tout ce à qui fait, ouais. m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que Wadi a choisi d'abord la psychiatrie comme spécialité et ensuite ce cheminement vers la psychologie et vers l'accompagnement et l'oncologie. Qu'est-ce qui a fait que le premier jour, vous vous êtes dit, ben, j'ai envie de m'occuper de la santé mentale des gens? Alors,
Vous savez, peut-être que les blessures et les souffrances que l'on peut expérimenter sont aussi parfois l'opportunité de s'élever. Et étant né en France avec mes deux parents d'origine marocaine, mon père est ouvrier, ma mère était assistante maternelle, on a vécu des situations de grande tension. Et je crois qu'assez rapidement, j'ai senti qu'il pouvait y avoir des formes de détresse et d'anxiété, d'abord en la voyant chez mes parents, ensuite moi en la ressentant dans mon adolescence. Et je crois que ça m'a orienté rapidement à me poser cette question de comment, au fond, on peut aider les gens à parler. Moi, mon père, que j'aime profondément, pour qui j'ai un grand respect, ne savait pas parler ou exprimer ses difficultés. Et il a un sabr, et moi, j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, comment ça se fait? Et donc, assez rapidement, j'ai commencé à m'intéresser, quand j'avais 10-12 ans, à la question de la psychologie. J'ai lu mon premier bouquin sur Freud quand j'avais 14-15 ans. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, il y a un univers dans l'esprit des gens. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'orienter vers la psychiatrie. Quand j'ai fait de la psychiatrie, j'ai réalisé aussi que finalement, il manquait la capacité à parler avec nos patients. C'est pour ça que j'ai fait un doctorat en psychologie, parce que les psychiatres sont surtout outillés pour la pharmacologie, même si certains prennent l'initiative de compléter leur formation. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers la psychiatrie. La psychologie. Oui, la psychiatrie et la psychologie. Et la psychologie, c'est les deux. Voilà, les deux. Et donc, ensuite, effectivement, comme dans beaucoup de familles, malheureusement, il y a des pathologies cancéreuses. Et pendant mes études de psychiatrie, ma mère a eu un cancer du sein. Et l'accompagner, je me souviens de l'accompagner, je me souviens du jour où on attendait le résultat de la biopsie. On a attendu 4 heures, c'était un vendredi après-midi, et le médecin nous dit, je suis désolé, la cassette est restée chez la secrétaire, je peux pas vous dire le résultat, il faut revenir lundi. Et je me souviens de la détresse psychologique de ma mère et le vide, en fait, à ce moment-là, même en France, où ils ont peut-être un peu plus d'avance dans ce champ-là, il y avait un grand vide. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en oncologie, en France, quand j'ai quitté la France, il y a 10 psychiatres qui sont spécialisés dans ce champ-là, en France, et sur plus de 15 000 psychiatres. Donc, il y avait un grand vide. Et effectivement, c'est cette histoire personnelle qui m'a orienté en tout cas, qui m'a donné une forme de focus, qui a mis en lumière un endroit, effectivement, qui était peu investi et où, pour le coup, il y avait beaucoup de souffrance, puisque, vous pouvez l'imaginer, 100% des patients qui traversent la maladie cancéreuse vont avoir un moment du stress, de l'insomnie, des difficultés. Et malheureusement, effectivement, on oublie souvent cette partie-là. Et donc, c'est ce qui m'a orienté vers ça. Et ensuite, j'ai eu la chance même de faire un post-doctorat au MD Anderson Cancer Center à Houston, qui est le plus grand centre de cancérologie du monde, où j'ai continué à travailler sur cette spécialité-là, avec vraiment comment est-ce qu'on peut traiter non seulement les symptômes physiques, mais aussi les symptômes psychiques des patients atteints de cancer, pour les aider à mieux bénéficier de leur traitement principal, ce qu'on appelle les soins de support. Et là, aujourd'hui, vous venez au Maroc, vous rentrez dans votre pays pour mettre tout ça à contribution. Wadi, alors j'ai l'impression que vous êtes un médecin, en fait, vous êtes un scientifique, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout un homme cérébral. Je suis un artiste d'abord. Vous l'avez entendu dans mes mots, bravo. Non, je l'ai senti. En fait, Pardon? C'est vous la psy, vous êtes douée. Bon, vous le dites souvent, mais je crois que je vais me convertir. Je le fais par le cœur. Je suis pas psy. Je fais vraiment, j'écoute avec mon cœur. Toutes mes interviews, je les fais avec beaucoup d'émotion. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout un homme mais normalement un psy donne pas son avis. C'est là où je suis pas, on va dire la vraie pro. Vous avez été guidé en fait par ce que vous avez ressenti dans l'enfance, dans l'adolescence, ensuite la situation avec votre maman, et tout ça a guidé votre itinéraire de vie en fait. On vous a mis des choses, il y a des choses qui se sont superposées, vous les avez suivies pour ensuite en faire votre vie professionnelle, votre mission de vie. Donc vous êtes surtout un homme d'empathie. Est-ce que vous arrivez à justement, malgré toute cette empathie en vous, à vous détacher de la douleur humaine au quotidien? Alors c'est un grand travail.
C'est un travail quotidien, hein. J'ai la chance aussi d'avoir pu avoir une formation pendant quelques mois en Inde autour de la question du yoga, donc c'est des pratiques régulières. Je fais de la peinture depuis avant même que je parle, je dessine et tous ces éléments m'ont beaucoup aidé, si vous voulez, pour pouvoir évacuer certaines choses que je pouvais comme ça emmagasiner. Et vous savez, il y a effectivement des traumatismes qu'on appelle le traumatisme vicariant, qui est lorsqu'un les soignants sont exposés à des situations difficiles à répétition. Ouais. Et donc, c'est une hygiène de vie, c'est le fait de savoir couper le week-end. Ce week-end, j'étais à Ouletterie, à côté de Stade, à la campagne. J'ai coupé le téléphone, je faisais de l'art, je me suis occupé d'animaux. À côté de ça aussi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour d'autres cultures. J'ai eu la chance d'être invité par le ministère de la Culture et de la Jeunesse à l'événement pour le déploiement de Pass Jeunes, puisqu'on a eu la chance, avec ma compagne, de mettre en place une application qui s'appelle Tifinagh Express pour permettre aux gens d'apprendre le Tifinagh en moins d'1 heure. Ma compagne, qui est prof d'anglais, elle a utilisé toute la partie pédagogique et moi j'ai utilisé des éléments neuroscientifiques. Ah, excellent, donc, excellent. Vous pouvez apprendre Tifinagh en moins d'1 heure. Mais ce que je veux vous dire par là... C'est une application, on la télécharge ? Tout à fait, c'est une application qu'on a fait gratuite, sans pub. Vous pouvez la trouver sur le Play Store, l'Apple Store. Elle s'appelle comment ? Tifinagh Express. Tifinagh Express. Parce que c'est l'alphabet et Express parce que c'est en moins d'1 heure. Okay. Vous partez de Rabat à Casa, vous apprenez. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je recommande souvent même à mes collègues d'avoir d'autres centres d'intérêt, de faire d'autres choses. Et vous voyez, par exemple, je pourrais me spécialiser que dans la psychiatrie, mais j'utilise la psychiatrie avec ses aspects de neurosciences pour faire d'autres choses qui sont effectivement des choses culturelles. Au-delà de soutenir ma femme parce que c'était un grand projet pour elle qu'elle voulait mettre en place, ça m'a moi aussi permis de découvrir tout un pan de la culture marocaine, la question amazigh au Maroc, la question de l'alphabet. Et aujourd'hui, je sais lire et écrire et je sais dire plus de 500 mots. Alors qu'il y a un an, je ne savais pas dire un seul mot. Donc je crois qu'en même temps, c'est de garder une ouverture d'esprit. Vous savez, quand je fais mon métier, quand je fais mon travail, j'utilise une toute petite partie de mon cerveau. Et si j'utilise toujours la même, je la fatigue. Par contre, quand je fais de la peinture, que je fais du yoga, que je travaille sur une application comme ça me permet d'utiliser d'autres parties. Et cette partie principale, qui est sursollicitée par le travail de la psychiatrie, de la psychologie, se repose. Oui, oui. Alors, vous avez dit quelque chose vraiment... Vous m'avez mis une image devant les yeux tout à l'heure. Vous avez dit... je vais essayer de retrouver les mots. Quand à l'âge de 14 ans, vous avez compris que le cerveau que l'esprit avait un univers, c'est ça? C'était ça la phrase? Absolument. Et en fait, il y avait un vrai univers dans notre esprit. Oui, en fait, vous avez concrétisé par cette phrase, par ces mots, concrétisé en fait la vie de l'esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Oui, mais je comprends. En fait, c'est vrai, effectivement, que souvent on réduit. C'est-à-dire que, par exemple, je fais souvent faire cet exercice aux gens, fermez les yeux. Rappelez-vous d'un souvenir quand vous aviez 6 ans. Rappelez-vous d'un souvenir quand vous avez 10 ans. Rappelez-vous d'une parole. Et là, je vais redire, regardez comme à l'intérieur c'est grand. Et l'idée, c'est de prendre conscience, en fait, de la force de notre esprit. Et qui, si on n'en prend pas conscience, des fois, se retourne contre nous. Tout à l'heure, vous abordiez la question, effectivement, d'hommes qui venaient moins fréquemment, répondaient moins fréquemment à votre invitation que les femmes. Absolument. C'est parce qu'effectivement, même sur ça, de prendre conscience que de parler est quelque chose de libérateur et pas quelque chose au rabaissant, de parler de nos vulnérabilités qui sont finalement des forces quand on commence à les déployer, c'est les ouvrir, c'est pas de tout poser dans un petit portefeuille caché dans la veste. Et je crois qu'il y a cette tradition-là aussi qu'il va falloir changer. Dans mes consultations, j'ai 60 à 70% de femmes et 20 à 30% d'hommes. D'hommes, absolument. Pas parce que je l'ai choisi, mais c'est parce que effectivement j'ai 70% de demandes, 60 à 70, parce que les femmes sont plus prêtes à aborder, questionner, dire je souffre. Et je crois qu'en même temps cette question de l'esprit, j'ai la chance là de terminer un ouvrage qui s'appelle Et si tout était là, qui parle en fait de l'ensemble des dimensions qui existent, pas que la dimension physique, émotionnelle, mentale ou sociale, mais qu'il existe d'autres dimensions, comme la dimension psychologique, spirituelle, et effectivement pour expliquer aux gens qu'il est temps de normaliser et de prendre conscience que notre esprit il est vaste. Vous avez plus de neurones qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Dans une tête. Tout à fait. C'est incroyable. Donc, imaginez, chaque neurone communique avec son voisin. Chaque humain ne communique pas avec son voisin. Oui, absolument. Ils connaissent tous vos neurones. Oui. Elles se connaissent tous, toutes. Ouais, tous en fait, c'est un neurone. Tout à fait. Alors, Ils se connaissent tous. votre papa, Oui. avec votre évolution à vous, il va comment?
Est-ce que vous arrivez à le faire parler maintenant? Bien sûr. Ouais? Bien sûr, il a pu revenir sur ça. Malheureusement, il a eu une histoire de vie aussi que la sienne, mais qui a pu Ouais. être difficile puisqu'il a perdu sa mère quand il avait 4 ans. Ensuite, effectivement, son père s'est remarié. Vous savez comment ça se passe au Maroc, c'est pas Ouais. toujours simple. Et donc, pendant très longtemps, ça, c'était quelque chose dont il parlait pas. Il était plutôt réfugié dans la spiritualité, la religion. Et depuis les dernières années, il s'est ouvert sur beaucoup de choses. Moi, vous savez, quand j'avais 7 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mon père, il m'a dit, il vient à l'hôpital, il me voit, il me dit je t'aime. Je lui dis papa, je vais mourir. Il m'avait jamais dit je t'aime. Ouais. Et aujourd'hui, quand je le vois avec ses petits enfants, il leur dit je t'aime, il leur envoie des messages. Il a libéré sa parole et m'a posé plein de fois des questions justement sur ce qu'il avait pu vivre, me demandant si ça avait un impact sur son fonctionnement aujourd'hui. Mm. Et aujourd'hui, il a retrouvé une forme de paix, une capacité même à exprimer les choses qu'il n'avait pas auparavant. Vous l'avez encouragé à faire une psychothérapie? Toujours, même si pour le coup, il a plutôt voulu s'orienter sur la question de l'accompagnement à l'activité physique, d'avoir des constructions un petit peu plus cérébrales, là où ma mère était beaucoup plus portée, mais je perds pas l'espoir. D'accord. Et votre Je peux lui maman? envoyer le message d'ailleurs, même par la radio, que papa, il est temps qu'on en reparle. Et mais déontologiquement, vous avez le droit de l'accompagner, vous? Non, Non. non, c'est pas. Alors déontologiquement, oui. Mais en fait, intellectuellement, c'est impossible. Je connais des personnes qui ont pu accompagner. Vous savez, Freud a fait la psychanalyse de sa fille. Oui. Donc, si vous regardez dans l'histoire, c'est des phénomènes assez communs. Mais pour ma part, je suis trop attaché, proche. Et pour le coup, déjà, je vais même vous faire une confidence qui m'est arrivée 2 fois. De m'occuper de personnes qui ressemblaient physiquement à mon père et qui avaient la même histoire, ça a été très difficile pour moi. Ouais. Mm. Il doit être fier de vous aujourd'hui. Ah oui, hier, je l'ai eu au téléphone quand je lui ai dit que j'avais eu l'occasion de serrer la main du ministre de la Jeunesse et de la Culture. Ouais. Et il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que je suis fier de toi, c'est Oh. vraiment extraordinaire. Et il en a pleuré. Ouais, ouais. Alors, mais c'est bien, vous vous permettez en fait cette vulnérabilité émotionnelle entre vous deux, entre deux hommes en fait. Tout à fait. Ouais. Mais je crois qu'en fait, en même temps, vous savez, quand moi j'étais petit, mon père m'appelait le pleurnicheur. Mais en fait, vous voyez cette sensibilité-là. Ouais, Des ouais. fois, je dis que les parents apprennent des choses aux enfants, mais des fois, les enfants apprennent des choses à leurs parents. Tout à Et fait. que finalement, de ce qu'il critiquait quand j'étais jeune, parce que lui, il avait ce schéma-là, aujourd'hui, il s'autorise des choses en suivant un exemple. Et Ouais. je trouve ça extraordinaire. C'est une vraie paix, une vraie réconciliation. Mais j'imagine aussi ce qui agit comme un baume sur son cœur, c'est de vous voir évoluer comme vous avez évolué et de se dire, ben, finalement, j'ai eu un passé compliqué, je suis arrivée en France j'ai eu mes enfants là-bas, c'était dur, mais home, comme on dit chez nous. Tout à fait. Non, non, c'est une vraie réconciliation. C'est-à-dire finalement, je le sais bien. Il me dit souvent, tu sais, pendant longtemps, c'était très difficile, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je sais que tout ça, je l'ai passé en vain avec chez les sports. Ah ouais. Puisque lui, il voit mon grand frère qui est anesthésiste, mon autre sœur qui est avocate, mon autre sœur qui est commerciale. Et il dit, bon, j'ai eu des difficultés. J'ai pas eu la chance de faire des études, de faire tout ce que j'aurais souhaité. Mais par contre, effectivement, j'ai pu élever mes enfants. Hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas parti de rien, on est parti de leur amour. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était présent chaque jour, qui nous accompagnait pour faire nos devoirs, une mère qui était présente chaque jour. Alors certes, on n'avait pas des grands moyens, mais on n'a jamais manqué ni de manger, ni de matériel pour travailler, ni de quoi que ce soit. La donc, présence était là, l'encadrement était là. La présence et l'amour. L'amour. Ben, merci beaucoup, Wadié. Je vous en prie, Yasmine.